Bonjour, alors, Gemara 13b de Rosh Hashanah, toujours le chapitre 1. On venait de terminer une petite discussion sur les céréales avec une question de Rabbah, puisqu'on a appris dans une Mishnah que, a priori, pour le riz, le millet, le pavot, le sésame, qui sont donc des exemples de céréales, et pour Rashi, il semblerait que c'est l'exemple de toutes les kitniot, qu'est-ce qu'on avait appris? On avait appris que c'est c'est en fonction de l'enracinement du légume, hein, des kitniotes, de ces quatre espèces, et par extrapolation de toutes les kitniotes, comme haricots, petits pois, tout ça, que c'est l'enracinement qui décidera à quelle année appartient cette récolte. Est-ce qu'elle appartient à l'année avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah? Si l'enracinement se fait avant Rosh Hashanah, peu importe quand tu cueilleras ces plantes, elles seront de l'année d'avant Rosh Hashanah, même quand tu le cueilles après Rosh Hashanah. Si l'enracinement est fait après Rosh Hashanah, eh bien elles appartiennent à l'année de la Shemitah, si jamais c'est une année de Shemitah, ou en tout cas elles appartiennent à l'année en cours, la nouvelle année, la nouvelle récolte. Et Rabbah avait donc contesté la chose parce qu'on avait vu, il avait rapporté finalement cette discussion des sages où on avait bien vu qu'il y avait une distinction entre les arbres pour lesquels cette règle se détermine avec l'éclosion des fruits, ce qu'on a appelé l'éclosion du fruit, et qui se situait au niveau du 15 Shevat par contre, hein, la limite c'était le 15 Shevat. L'autre limite c'était celui de la récolte en général, c'est-à-dire les céréales comme le blé, l'orge, et le vin et l'olive. Pour eux, c'est différent, ça dépend si on atteint le tiers de la taille finale, et enfin la cueillette. Donc on avait vu ça, et Rabbah avait répondu que, en fait, puisque ce sont que les légumineuses en question, les kitniot qui sont cités dans cette Mishnah, sont des kitniot où tu es obligé d'aller et de retourner régulièrement dans l'endroit de la récolte pour aller faire ta récolte. Tu ne peux pas le faire en un jour, quoi. Pourquoi? Parce que ça se fait petit à petit, quoi. Donc tu es obligé de prendre un jour une partie, un autre jour une autre partie. Ça dépend des jours. Alors, à ce moment-là, on n'est plus dans le cas d'un cas où ça dépend du moment de la cueillette, mais d'un cas qui finalement est celui spécifique des kitniot et qui demande à ce qu'on aille au moment de la... Enfin, en gros, les sages, à cause de ce problème-là, d'un point de vue même organisationnel, c'est-à-dire de pouvoir séparer la récolte en deux, alors que c'est la même récolte, quoi, c'est compliqué. Ils ont dit, bon, ben, on va aller selon l'enracinement. À partir du moment où ça commence à pousser, qu'on sait qu'elle a pris racine, c'est à ce moment-là qu'on considérera l'année de la récolte de ce type de récolte, c'est-à-dire des kitniot. Okay, et ils peuvent faire ça pourquoi? Nous avait dit le commentaire, parce que ce sont eux de toute façon qui ont déterminé l'obligation du maaser pour les légumineuses, alors que la Torah n'a donné sa règle au départ que par rapport aux récoltes de la tevoua, c'est-à-dire aux céréales qui sont destinées en général à faire du pain, ce genre de choses, c'est-à-dire le blé et l'orge principalement. Alors, lorsque Rabbah a donné sa réponse, à savoir que finalement, bon, les sages sont allés d'après l'enracinement, parce qu'on y va de temps en temps, que c'est jamais au même moment, la Gemara conteste cette raison-là. C'est-à-dire, alors de quoi on parle en fait? Abaye lui a répondu. Alors Amarle Abaye, Veyitzbor gorno letocho, mais qu'il entasse ce contenu de l'air de battage en son sein. Bon, on a besoin d'un commentaire ici de quelqu'un qui nous explique de quoi il parle, et ce quelqu'un s'appelle Monsieur Hartzkroll. Alors, c'est l'édition de la Gemara, je rappelle. Hein. Alors, pourquoi ne pas affecter à l'année la cueillette comme tout autre légume? Donc, pourquoi ici l'année de la cueillette on ne fait pas comme pour les légumes normaux? C'est-à-dire, pourquoi aller selon l'enracinement? Donc, il n'est pas d'accord du tout avec cette explication, à savoir cette distinction entre les légumes et les légumineuses en particulier, puisque pour les légumineuses en question, c'est-à-dire les kitniot, on est obligé de revenir petit à petit pour faire la récolte. Alors ils ont établi les sages de le faire selon l'enracinement. Mais il n'est pas d'accord à Abaye, et il dit il aurait fallu faire plutôt comme tous les autres, c'est-à-dire que le jour où tu cueilles, tu prends le fruit pour ce qu'il est, cueilli au jour même. C'est-à-dire que si tu le cueilles avant Rosh Hashanah, c'est l'année
d'avant qui est comptabilisé. Si tu le cueilles après Rosh Hashanah, c'est l'année d'après. Puisque c'est valable pour les autres légumes. Tu me parles d'un problème d'organisation, que c'est embêtant, que ce soit fait petit à petit. Mais c'est exactement le même cas avec les autres légumes, justement. Hein, justement, pour les échalotes, les oignons, etc. Tu cueilles un jour, tu cueilles un autre jour. Tu peux cueillir donc avant Rosh Hashanah, tu peux cueillir après Rosh Hashanah. Et pour le coup, ça marche, la règle. Alors pourquoi est-ce que tu ne me ferais pas la même règle pour ce genre de légumes? Alors, que l'agriculteur entasse tout son contenu dans son aire de battage, en son sein, nous dit l'Agmara, nous dit Abaye, Veitzbor Gorono, les tochos, qu'il entasse le tout dans l'aire de battage, en son sein, c'est-à-dire, il mélange tout, en gros, tu veux un moyen de t'organiser, puisque tu me dis que le problème, il vient d'un problème d'organisation, hein, ça c'était le commentaire, mais ici, il te pose ça un petit peu dans ces termes-là, au niveau du commentaire aussi. Tu dis voilà, et quant au problème que pose le fait qu'ils sont cueillis par petite quantité, puisque c'était un problème que ce soit égrené petit à petit, comme c'était dit dans le passage de la réponse de Rabat, eh bien, il dit ici que l'agriculteur entasse le tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un petit peu comme ça, il entasse, et il fait un tout, il mélange tout, et puis après, il répartit uniformément l'ensemble. Voilà, tout simplement. Puisque tu dis que c'est un problème, fais en sorte... en gros, tu peux t'organiser. En gros, ce que dit ici Abaye, il y a moyen de s'organiser. Tu dis que c'est petit à petit, c'est embêtant. Bon, d'accord, mais c'est embêtant. Tu vas chez toi, tu fais un récipient, ce qui a été cueilli avant Rosh Hashanah, et tu fais un récipient, ce qui a été cueilli après Rosh Hashanah. Et puis voilà, tu t'organises, quoi. Alors... c'est un petit peu l'idée qui sort, hein, en tout cas ce que je ressens ici. Alors lui il dit, mieux que ça dans le petit commentaire, mélange bien afin que les nouveaux et anciens produits de la récolte soient répartis uniformément. Bon. Alors, Venimsa Torem, Minachadash, Shebo, Alaï Chadash. Shebo, de la sorte le maaser. D'accord? Et il s'avéra qu'il a prélevé le maaser de la récolte nouvelle, qui s'y trouve sur la récolte nouvelle qui s'y trouve. Alors, je n'ai pas très bien compris, donc qu'est-ce qu'il dit ici en explication? De la sorte, le maaser qui prélèvera contiendra les mêmes proportions de nouvelles et anciennes graines qu'il y a dans le reste de la récolte. Donc, il s'avéra ainsi qu'il a prélevé le maaser de la récolte nouvelle qui s'y trouve sur la récolte nouvelle qui s'y trouve. Bon, en gros... ah, d'accord, bon, en gros, il prélève le maaser quoi qu'il arrive, quoi. D'accord? Ah, Minayashan Shebo, Shelayashan Shebo, et de la récolte ancienne qui s'y trouve sur la récolte ancienne qui s'y trouve. Alors attends, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il n'y a pas un petit commentaire qui nous précise ce qu'il est en train de dire? Je sais pas. Bon, j'ai l'impression d'avoir compris. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici donc? Bon, en gros, quand tu prends un dixième c'est un dixième. Que tu le prennes sur un dixième de l'ancien, un dixième du nouveau. A priori, quand tu prends un dixième d'une récolte, tu as pris un dixième. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression qu'il dit ici. C'est-à-dire que même si tu mélanges tout, de l'ancienne ou de la nouvelle, quand tu vas prélever ton dixième, le dixième est prélevé. Qu'est-ce que tu te casses la tête là? J'ai l'impression que c'est ça qu'il dit. Parce que quand il dit tu entasses tout dans l'aire de battage en son sein, et sur ce qui est nouveau, eh ben, il aura prélevé le nouveau, et sur ce qui est ancien, il aura prélevé l'ancien. C'est un petit peu, voilà, en résumé, ce qu'il vient de dire là, c'est ça. Donc en gros, tu mets tout dans un tas, tu as fait ta récolte, quand tu as fini, tu as tout entassé, et puis tu vas pouvoir prélever ce qu'il y a de nouveau avec ce qui est de nouveau, et ce qui est ancien, ce qui est ancien. Ton 10%, il est toujours là, quoi. Voilà, c'est ce qu'il dit. 10%, c'est 10%. Quand tu prends 10%, même si tu as mélangé les deux, la nouvelle et l'ancienne, quand tu as pris 10%, eh bien, dans ce 10% que tu auras pris, il y aura bien 10% de l'ancienne qui aura été prélevée, et 10% de la nouvelle qui a été prélevée. Ok? Qui milotania, mais n'a-t-il pas été enseigné dans une braïta, justement, alors apparemment on va avoir ce type de raisonnement, Rabbi Yossi ben Kefar, Amar, Mishum Rabbi Shimon Shezuri, pardon. Donc Rabbi Yossi ben Kefar, alors donc ça c'est la braïta qui démarre, Rabbi Yossi ben Kefar a dit au nom de Rabbi Shimon Shezuri, concernant les haricots, Poula Mitzri, chez Zraou les Zera, donc le poule, les haricots égyptiens. J'ai l'impression que c'est parce que poule en hébreu c'est les fèves. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici dans le commentaire, petit 18 certains identifient ce haricot, les haricots blancs. On les fait pousser
soit pour en manger les graines, c'est-à-dire le haricot, soit pour la plante, la cosse. Ah d'accord, on peut le manger, parce qu'on peut manger les deux. Bon, l'haricot blanc ou les haricots verts plutôt, hein, parce que les haricots blancs, on n'a jamais vraiment mangé des haricots blancs avec leur cosse, mais par contre, les haricots verts, on mange la cosse et on mange le haricot à l'intérieur, séparé ou pas. J'aurais dit, moi, poule, en général, Paul, bon, remarquez, c'est haricot, c'est des haricots. Hein. Alors, le Paul Mitzri s'appelle, chez Zera ou les Zera, concernant les haricots égyptiens qu'on a plantés pour leurs graines, d'accord? Miktsato hacherish, lifne Rosh Hashanah, ou Miktsato hacherish, lachar Rosh Hashanah. Si une partie a pris racine avant Rosh Hashanah, et une partie a pris racine après Rosh Hashanah, en tormin ou maaserin misé alze, on ne peut pas prélever la terouma ou le maaser de celle-ci pour celle-là. Les fiches en tormin ou maaserin, lo mina chadash alayashan, selon, car on ne peut pas prélever la terouma ou le maaser, ni de la nouvelle les récoltes pour le compte de l'ancienne, velo mina yashan el chadash, ni de l'ancienne récolte pour le compte de la nouvelle. Ketzad hu ose, et comment est-ce qu'il fait cela? Tsover goreno letoro, il entasse le contenu entier dans son aire de battage en son sein. Venimtsa torem ou maaser min hachadash, il s'avéra ainsi qu'il a prélevé de la récolte la nouvelle qui s'y trouve sur la récolte nouvelle qui s'y trouve, ou mina yashan shebo ala yashan shebo, et de la récolte ancienne qui s'y trouve sur la ancienne qui s'y trouve. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que Abaye en fait a repris en fait les termes de cette braïta. Et dans cette braïta, ça a l'air un peu plus clair maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit d'entasser tout simplement dans un coin ce qui est nouveau et dans un coin ce qui est ancien. Ce qui appartient avant Rosh Hashanah, t'entasses dans un endroit. Ce qui vient après Rosh Hashanah, t'entasses dans un autre endroit. Et quand tu feras ton prélèvement, ce sera clair ce qui appartient à l'ancien, ce qui appartient au nouveau. Voilà, c'est assez simple, parce qu'on ne peut pas, il précise quand même, hein, c'est pour ça que je suis obligé de le dire comme ça, parce qu'il dit qu'on ne peut pas prélever de la terouma ou du maaser de ce qui appartient au nouveau pour l'ancien, ce qui appartient à l'ancien pour le nouveau. Donc tu ne peux pas mélanger les deux. Donc c'était pas ce qu'avait donné comme solution Abaye, en tout cas dans le texte précédent, que j'avais mal compris. A priori, ce qu'il te dit ici, quand tu vas tout entasser, tu vas tout simplement, parce qu'il te dit que ce qui est embêtant, c'est de prélever petit à petit. D'accord? Et donc à chaque fois, dans l'idée que Rabat a proposée, pourquoi c'était compliqué, c'est parce que quand tu prélèves petit à petit, tu vas pas à chaque fois prendre, par exemple, tu as prélevé, on va dire, une centaine de grains un jour, ok? Mais 100 grains, c'est pas grand-chose, et tu vas prélever 10 grains, et puis à chaque jour, tu vas prélever un peu, 10. C'est embêtant. Alors non, ce qu'il disait Abaye comme réponse ici, ça c'était la solution de Rava. Donc pour la solution de Rava, comme ça c'est embêtant de prélever chaque jour sur une centaine de grains chaque jour, c'est embêtant parce que tes graines de petit à petit, tu vas pas prélever chaque jour un petit peu, petit à petit. Donc la solution pour Rava, c'était de dire, on n'a qu'à faire en sorte de prélever à partir de l'enracinement. C'est-à-dire que puisque c'est enraciné, ça y est, ce qui appartient à l'enracinement, c'est la récolte avant, et ce qui vient après, c'est après. Alors il te dit non, tu pourrais très bien faire au niveau de la cueillette elle-même, et tes graines petit à petit, mais au lieu de faire le prélèvement sur ce que tu viens dégrainer seulement tout de suite, tu fais ton prélèvement quand tu as fini jusqu'à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tu égraines petit à petit, tu entasses tout dans un coin, d'accord? Et une fois que tu as fini que tu arrives à Rosh Hashanah, tu fais ton bilan, quoi, et tu prends ton 10% qui était prévu sur le tas que tu as formé de tous ces petit à petit que tu fais. Hein, le silo devient grand. Donc, quelque part, tu vas prélever de tous ces grains que tu as fait petit à petit, mais tu as mis dans un tas, dans un silo particulier. Puis là-bas, une fois que tu as fini à Rosh Hashanah, tu fais ton prélèvement général. Comme ça, tu es organisé, quoi, tout simplement. Donc, ce que dit Abaye, en fond, c'est que tu peux t'organiser. C'est ce que dit cette Gemara. En gros, quand on est dans ce cas-là, où on voit que le poule égyptien, c'est un petit peu le problème qui se passe avec le haricot, à savoir qu'un jour, tu prends une partie, un autre jour, tu prends une autre partie. Donc, il peut y avoir une différence entre un Rosh Hashanah et un autre, entre avant Rosh Hashanah et après Rosh Hashanah. Bon, ce que tu fais, c'est que tu mets tout dans un coin jusqu'à la fin de la récolte, de la première, on va dire, du premier temps de la récolte, qui est avant Rosh Hashanah. Et puis, une fois que tu as fini, tu prends le deuxième temps de ta récolte, et tu mets à chaque fois dans un tas, et tu prélèves ce qui a prélevé, le nouveau avec le nouveau, l'ancien avec l'ancien. Rabat répond. Il dit à Abaye Rava, Amarle, Rabbi Shimon Shezuri, Ka'amart, tu parles de Rabbi Shimon Shezuri, tu es en train de me parler de celui-là, là? Rabbi Shimon Shezuri, Savar Yesh Bila. Et Rabbi Shimon Shezuri autorise cette méthode parce qu'il pense qu'il y a en fait un mélange. C'est-à-dire quoi? Il dit, Rabbi Shimon Shezuri, que le mélange est homogène.
et que les différentes graines de la moisson, une fois mélangées ensemble, sont réparties uniformément. Alors décidément, je ne comprends pas, parce qu'une fois il dit ci, une fois il dit ça. Alors il dit ici, il suppose qu'une telle mixture constitue un mélange homogène, et que les différentes graines de la moisson, une fois mélangées ensemble, sont réparties uniformément. Vera Banan Savré en Bila. Mais les sages contestent ce principe qui pensent qu'il n'y a pas de mélange homogène. Par conséquent, rien ne permet de supposer que l'on trouve dans le maaser prélevé les mêmes proportions de graines nouvelles et anciennes que dans le reste de la récolte. Ah, alors on revient à ce que j'ai dit, j'avais mal compris ma deuxième interprétation. On est encore sur donc la première interprétation, ce qui avait été dit en tout premier. On mélange véritablement les deux récoltes, tout simplement on fait un seul tas pour les deux. Mais alors comment tu résous ici le fait qu'on ne peut pas prélever pour l'ancienne et la nouvelle pour l'ancienne? Eh bien tout simplement parce que justement ce que disait l'idée de Rabbi Shimon chez Uzuri qui a donné cette idée-là et que reprend Abaye, c'est que quand tu fais un tas homogène, tu fais un tas avec toutes les récoltes. C'est-à-dire que tu récupères vraiment toute ta récolte. Bon, mais dans l'idée de Abaye, comme celle de Rabbi Sheuzi, de la réponse de Rabat en tout cas, c'est de dire qu'en fait le mélange est complètement homogène. C'est-à-dire que quand tu prendras, parce que quand tu vas tout mélanger, le mélange étant homogène, quand tu prendras 10% de l'un et 10% de l'autre, au fond, le compte, on le récupère en réalité. C'est-à-dire que tu prends ton 10% de l'un et de l'ancienne, etc. Il n'y a pas vraiment de mélange parce que ça reste homogène. Ça veut dire que la quantité de récolte qu'il y avait avant le Hadash et la quantité de récolte qu'il y avait avant, la quantité de récolte qu'il y avait Rosh Hashanah et la quantité de récolte qu'il y avait après Rosh Hashanah, c'est un peu la même quantité. Et donc quand tu mélanges, effectivement, on va dire tu prends 50% de la récolte a été fait jusqu'à Rosh Hashanah, 50% de la récolte a été fait après Rosh Hashanah. Alors quand tu mélanges et tu vas prendre 10%, effectivement tu retrouves une proportion égale de maaser comme il convient pour la récolte ancienne et pour la récolte nouvelle. Mais ce que te dit ici Abaye, il te dit mais attends, si ça se trouve, en gros, il pourrait n'y avoir que 20% de la récolte de fait au niveau de l'ancienne, et puis 80% de la récolte s'est faite après Rosh Hashanah. Et donc, du coup, quand tu vas prendre 10% de façon homogène, tu vas prendre un peu du maaser de la nouvelle et tu vas la mettre dans l'ancienne. Et puis, à l'inverse, quand tu vas prendre 10% de l'ancienne, il n'y aura pas assez, en fait, ou tu auras pris beaucoup trop, justement, en mélangeant. Tu n'auras pas fait le calcul comme il fallait, tu auras mélangé du maaser de l'ancien dans le nouveau. Donc c'est pour ça qu'il te dit de ne pas faire comme ça. Et c'est pour ça que comme les sages pensent que ce mélange n'est pas homogène, alors, étant donné que les proportions ne sont pas les mêmes, autant prendre un prélèvement en fonction plutôt de leur, de leur racine directement. Alors, selon les sages, d'accord, le mode de prélèvement de la dîme sur une récolte mélangée n'est pas envisageable. Pourquoi? C'est pourquoi ils ont décrété que les kitniotes, comme le riz, le millet, le pavot, les sésames, qui sont cueillis peu à peu, seraient répartis selon l'enracinement plutôt que selon la cueillette, afin de réduire le risque d'une récolte mélangée. Alors, entre nous, j'ai pas très bien compris quelque chose, parce que quand tu me dis que c'est selon la récolte, selon la cueillette, homogène ou pas homogène, entre nous, ça fait bizarre, parce que quand tu récoltes selon l'enracinement, tu as quand même l'enracinement prouve quand même que la plante a priori, ça veut dire que toute la récolte qui a été plantée, elle est enracinée en général avant Rosh Hashanah. Et donc, ça fait un peu bizarre parce que, du coup, puisque l'enracinement, en fait, tu fais le prélèvement tout sur l'ancien et non pas du tout sur la nouvelle, puisque tu ne considères pas ça comme la nouvelle récolte, même après Rosh Hashanah, puisque c'est selon l'enracinement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus? Bon, rappelons qu'on est des Rabbanan, et donc c'est les sages qui ont décidé comme ça, puisqu'ils ont décidé de toute façon de faire ce maaser sur une récolte qui n'était pas des Horaïda. Alors les Rishonim remarquent que cela n'explique pas pourquoi Rabbi Shimon Shezuri, qui autorise ce mode de prélèvement de la dîme sur une récolte mélangée, étiquette aussi le haricot égyptien d'après l'enracinement. Ah, c'est vrai que dans ce qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de parler du haricot égyptien, on n'a pas parlé de céréales. Donc on est plutôt dans des kitniotes façon légumineuses plutôt que les quatre autres. Enfin bref, bon, c'est vrai. Bon, c'est une remarque intéressante. Il faut aller voir Tosfot. Je ne vais pas aller le voir. Allez le voir. Alors ensuite, on continue. La Gemara tranche la question. Elle résout ce problème entre les deux. Amar Rabbi Yitzhak bar Nachmani
Amar Shmuel. Alors Rabbi Yitzhak ben Nachmani a dit au nom de Shmuel, Halacha ke Rabbi Yossé ben Kefar, chez Amar Mishum Rabbi Shimon chez Zuri. En fait, la loi, elle est conforme à ce que Rabbi Yossé ben Kefar a dit au nom de Rabbi Shimon chez Zuri au final. C'est-à-dire que là, Halacha, on a choisi de faire comme cette solution qui consiste à tout mélanger en réalité. Alors Rabbi Zera conteste cet arrêt. Il dit non, ça n'a pas du tout fait comme ça. Matkif la Rabbi Zera. Rabbi Zera a objecté. Et il a dit Uma Amar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a vraiment dit ça? Je veux une preuve. Il a Amar Shmuel, et pourtant Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit ailleurs? La kol en bila chutz miyayin veshemen. Pour tout, il y aura un mélange homogène, donc il y a un mélange dans aucun, si ce n'est celui du vin et l'huile. Donc on ne fait aucun mélange, si ce n'est celui du vin et de l'huile seulement. Donc ce système-là, il marche, mais qu'avec l'huile et le vin. Or, Rabbi Shimon chez Zuri parlait d'haricots ici. Donc, comment tu peux me dire que Rabbi Shmuel aurait, Rabbi Yitzhak bar Nachmani, que Shmuel aurait dit que la halacha elle était comme cette règle-là. Donc, la Gemara refute cette objection de Rabbi Zera. Alors, Ishtemit-te, alors une minute, est-ce que je lis bien? Ishtemit-te. Ah oui. Ishtemit-te, ha? De Amar Shmuel. Rabbi Zera a oublié ce qu'a dit Shmuel. C'est amusant, non? Mais il a tout oublié, celui-là, il n'a pas étudié. Allez. Akol holech achar gemar peri. Tout dépend de l'achèvement du fruit. Ça dépend de l'achèvement du fruit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, une minute en hébreu, gemar peri. Comment se termine le fruit? Donc, ça dépend d'un genre de fruit, peut-être. Alors, on va voir le commentaire parce que ça, c'est une réponse, mais elle est un peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit ici, en fait, c'est-à-dire que les kitniot sont étiquetés d'après leur pleine maturité. Une kitniot, c'est étiqueté selon leur pleine maturité. Bien que la Gemara ait cité une Mishnah de Shevi'it qui stipule que les kitniot, comme le riz, le millet, le pavot, les sésames, sont étiquetés d'après l'enracinement, et bien que Rabbi Shimon chez Zuri ait dit la même chose concernant les haricots égyptiens, en fait, Shmuel rejette ce principe catégoriquement. C'est-à-dire qu'en réalité, selon lui, même les kitniot ne sont pas étiquetés d'après l'enracinement, ils sont plutôt étiquetés d'après leur pleine maturité. C'est-à-dire quand ça a poussé et que tu vois que le fruit est là, alors ça y est. Bien qu'un Amora ne puisse pas contester un enseignement unanime des Tanaïm, il semble que Shmuel connaissait un autre enseignement des Tanaïm qui rejetait lui aussi ce principe. Toutefois, Rashi lui-même avoue qu'il ne les connaît pas. Donc en gros, on voit quoi ici? On voit une discussion entre les Tanaïm, entre les Amoraïm. Je rappelle que les Amoraïm, ce sont les rabbins de la Gemara, les Tanaïm, ce sont les rabbins de la Mishnah, et qu'il y a environ 400 ans, de 200 à 400 ans entre les deux. Donc les Tanaïm peuvent contester un Tanaïm, les Amoraïm peuvent contester les Amoraïm. Maintenant, ce qu'il dit ici, c'est que là, dans la discussion des Amoras, il y en a un qui a pris Shmuel comme référence, qui est un Tana. Et voilà que ce Tana, en fait, un Amora affirme que ce Tana avait enseigné que le fruit, d'accord, on ne fait pas de mélange homogène sur quelque chose, que ça dépend de l'achèvement du fruit. Donc il dit que Shmuel, lui, a toujours tranché selon l'achèvement du fruit, et non pas selon l'enracinement, contrairement à ce qui a été dit. D'accord? Donc il y a effectivement des Tanaïm qui te disent que c'est selon l'enracinement, mais Shmuel, lui, quand il avait tranché à l'époque de la Mishnah, il avait tranché selon l'achèvement du fruit quand le fruit est terminé. Seulement voilà, on voit que Rashi, et ceux qui étudient en général, n'ont pas retrouvé une Mishnah qui te dise que Shmuel a tranché de cette façon-là. C'est-à-dire il nous manque quelques sources. Voilà ce qui est intéressant dans cette Mishnah-là, ici, en tout cas dans cette Gemara. Dans cette discussion des Amoras, il semble qu'ils disent que Rabbi Zera a oublié ce qu'a dit Shmuel. Donc il y a un endroit où Shmuel l'aurait dit, mais on n'a pas la source exacte. C'est-à-dire que eux savaient entre eux ce que Shmuel aurait dit, mais seulement Rabbi Zera ne savait pas. Et donc quand il discute avec Shmuel, il se fie sur les Mishnayot, sur les Braithot qu'il a devant lui, qui permet d'avoir des sources. Mais pour Shmuel, il n'a pas la source qui dit que ça dépend de l'achèvement du fruit. Mais eux non plus. Mais ils ont cette tradition entre les Amoraïm. Tous les Amoraïm ont cette tradition que c'était selon l'achèvement du fruit qu'avait tranché Shmuel. Et puisque Shmuel a tranché selon l'achèvement du fruit, après on ne peut pas discuter. Mais il manque la source, nous dit Rashi, en gros. Que Rashi te dit, je ne sais pas d'où il sort ça. C'est beau, non?
le commentateur qui te dit, je ne sais pas d'où ça sort, apparemment Shimon avait dit. Alors Rabbi Shimon Shezuri a évoqué le cas d'une récolte de haricots égyptiens. Alors un autre commentaire là-dessus, dont une partie a pris racine avant Rosh Hashanah et une autre partie après Rosh Hashanah, affirmant qu'on pouvait donc prélever la dîme de toute la récolte à la fois. Alors, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, on te parle de prendre racine. C'est-à-dire que notre Mishnah qu'on a rapporté de Rabbi, comment il s'appelait déjà zut, j'ai oublié 2 secondes, de Rabbi Yossé ben Kefar au nom de Rabbi Shimon Shezuri, sur le haricot égyptien. Donc cette Mishnah qu'on avait rapportée, qui vient donc de Shevi'it, je crois, donc si je me rappelle bien, eh bien dans cette Mishnah, en fait, ce n'était pas le cas de Kitniot égrené comme l'avait posé comme postulat Rabbah, mais c'était plutôt le cas où les récoltes se sont enracinées. On parlait du haricot égyptien, mais avec l'idée derrière qu'ils étaient enracinés avant Rosh Hashanah ou après Rosh Hashanah. Donc effectivement, on parlait de ce cas-là en fait, et non pas d'un cas où on venait petit à petit. D'autre part, Rabbi Shimon Shezuri soutient que les haricots égyptiens sont étiquetés d'après l'enracinement dans une autre Mishnah quelque part dans Shevi'it. Donc on voit bien que finalement, on retrouve finalement cette idée que tout le monde pense que ça va selon l'enracinement pour le moment. Donc une telle récolte contient à la fois des anciennes et des nouveaux haricots. Or il permet qu'on prélève la dîme de toutes les récoltes à la fois. Donc on voit que Rabbi Shimon, que Mister Shezuri parle de récoltes dont l'enracinement était déjà là, et malgré tout il te dit qu'on peut les mélanger. Et puisqu'on peut les mélanger et qu'on fait le maaser sur ce mélange, donc pour lui ça ne pose pas un problème du tout. Donc il permet qu'on prélève la dîme de toute la récolte à la fois parce qu'il considère qu'un mélange sec à sec peut être homogène et que son maaser contiendra les mêmes proportions de nouveau et d'ancien que dans le reste de la récolte. Bon, Shemuel se range de l'avis de Rabbi Shimon Shezuri pour cela, mais pour des motifs tout à fait différents. Non pas parce que les haricots peuvent se mélanger uniformément, ce que nie Shemuel, mais parce que il étiquette les kitniot, y compris les haricots égyptiens, d'après une pleine maturité. Et puisqu'en l'occurrence, tous les haricots ont mûri après Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant Rosh Hashanah, ils n'ont fait que s'enraciner, ils sont donc tous affectés à la nouvelle année en fait. Donc prélever la dîme sur toute la récolte à la fois ne soulève pas de problème. Donc on parle bien d'un enracinement qui se fait avant Rosh Hashanah, mais pour Shmuel, attention, et c'est l'idée des sages, c'est au moment où le fruit est terminé que la récolte est considérée comme nouvelle récolte. Donc bien que l'enracinement ait été ancien, quand tu vas prélever, tu peux tout prélever dans un même tas et faire le maaser, mais ça ne concernera que le maaser de la nouvelle récolte, parce que de toute façon, à Rosh Hashanah, on attend que toute la récolte soit arrivée à maturité pour Shmuel. Bon, j'espère que c'est clair. L'Agmara explique pourquoi Shmuel a pris soin d'énoncer chacun de ces 3 enseignements. Alors maintenant, il faut expliquer, effectivement, cette histoire. Alors c'était Shmuel qui avait donné ces 3 règles, oui, d'accord. Ah oui, j'avais oublié, tiens. Alors les 3 enseignements, qui étaient donc que la loi est conforme à Rabbi Shimon Shezuri, qu'un mélange d'éléments solides n'est pas présumé être homogène, et que les kitniot sont étiquetés en fonction du moment où ils parviennent à pleine maturité, nous dit Rashi. Donc en fait, et cela est nécessaire. Utzricha, et cela est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire à propos de quoi? À propos de ces 3 points. Donc je les répète, que la loi est bien conforme à Rabbi Shimon Shezuri, d'accord? C'est-à-dire que tu peux faire un mélange homogène de choses, qu'un mélange d'éléments solides n'est pas présumé être homogène. Alors je ne sais plus là, parce qu'il te dit que si la loi est conforme à Rabbi Shimon Shezuri, Rabbi Shimon Shezuri, c'est bien celui qui nous dit qu'on peut mélanger, non? Je vais revoir, parce que est-ce que je me suis perdu? Oui, c'est-à-dire que le mélange peut être homogène, mais pas seulement, à savoir qu'on peut tout mettre, on peut prélever la trouma ou le maaser de celle-ci, la nouvelle récolte, pour celle-là. Non, on ne peut pas le faire, c'est ce qui avait écrit. Alors je ne comprends pas, parce que pourquoi il sépare la chose. Si la loi est conforme à Rabbi Shimon Shezuri, bon, et qu'un mélange d'éléments solides n'est pas présumé être homogène. Mais non, c'est le contraire, le commentaire il se trompe ici. Je vais voir l'original de Rashi parce que j'ai un problème. Alors on va voir en hébreu, parce que c'est pas clair. Alors Utzricha, on est ici. Utzricha, voyons Rashi. Hare ele de Shmuel, halacha ke Rabbi Shimon Shezuri, ulechol en bila, ve'akol holech achar gamar peri. Pour tout, il n'y a pas de mélange.
Alors, moi j'ai un problème avec ce que vient de me dire Rashi, à moins que j'ai oublié quelque chose dans mon raisonnement, que j'ai pas fait attention à un point. Je répète Rabbi Shimon chez Zuri, d'accord? On va le refaire 2 secondes. À propos des haricots égyptiens qui sont plantés sur leurs graines, d'accord? Qu'on a plantés pour leurs graines. Si une partie a pris racine avant Rosh Hashanah, une partie a pris racine après Rosh Hashanah, on ne peut pas prélever la terouma de celle-ci à celle-là. Donc effectivement, la loi, elle est comme celle-là. Maintenant, il te dit qu'on ne peut pas prélever la terouma du maaser pour la nouvelle avec l'ancienne et la nouvelle avec l'ancienne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, il va entasser dans l'air de battage en son sein et il s'avérera qu'il aura prélevé la nouvelle pour ce qui est nouvelle et l'ancienne pour la nouvelle. Donc, il est en train de mélanger ici. Parce qu'il dit qu'il pense qu'il y a un mélange homogène. Alors, expliquez-moi, chers amis, parce que moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec ce que nous dit ici le commentaire de Rashi. Parce qu'il dit que Rashi nous dit que les 3 points de Shmuel, c'est que pour Shmuel, la halacha, elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri. Et si elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri, ça veut dire quoi? Alors peut-être qu'on parle de la halacha qui consiste à ne pas mélanger, justement. À ne pas mélanger les récoltes de l'ancienne avec la nouvelle, à savoir que ce qui appartient à la nouvelle récolte, c'est la nouvelle récolte, ce qui appartient à l'ancienne récolte, c'est l'ancienne récolte, et on ne mélange pas les maaser. On ne mélange pas les maaser, mais en même temps, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Shimon? Mais pour Shmuel, on ne peut pas faire de mélange homogène. Ce qui te dit en bila. Donc il n'y a pas de mélange homogène. Donc d'un côté, la loi elle est conforme comme Rabbi Shimon chez Zuri quand il affirme qu'on ne peut pas mélanger les récoltes, en tout cas le maaser de l'un avec le maaser de l'autre. Mais d'un autre côté, donc Rabbi Shimon chez Zuri terminait en faisant une espèce de tas homogène, il te dit, Shmuel, que non, on ne peut pas faire ce mélange homogène. D'accord? Bon. Voilà, c'est les 3 points. Donc, conforme à Rabbi Shimon chez Zuri pour la loi, mais en ce qui concerne quand tu fais tes récoltes. Et pour Rabbi Shimon chez Zuri, au final, on avait expliqué que finalement, lui aussi, il se base sur l'enracinement. Mais il n'est pas d'accord, en tout cas, avec lui, sur le mélange homogène. Donc, la loi, elle est conforme sur une partie de ce que dit Rabbi Shimon chez Zuri seulement. Hein. Sinon, c'est pas logique. Hein. Et enfin, le 3e point, c'est que les kitniot sont étiquetés en fonction du moment où ils parviennent à pleine maturité. Ça, c'est ce que disait Shmuel au final. Donc, c'est seulement quand on arrive aux fruits mûrs qu'on peut déterminer à quel maaser il appartiendra, à l'ancienne ou à la nouvelle. Donc, c'est au moment de la récolte que ça marche. Et pas à l'enracinement. Alors, je ne sais plus parce que c'est un peu contradictoire tout cela. Bon, alors on va voir ce qu'il dit ici. Utzricha, on avait besoin de cela. Alors, on va voir de quoi on parle. Dei ish me'inan halacha ke Rabbi Shimon. Car si nous avions signifié uniquement que la loi est conforme à Rabbi Shimon chez Zuri. Donc si, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a 3 points que Shmuel a développés, et dans ces 3 points, c'est exactement ce qui va se passer. Donc la question était bonne. Pourquoi? Parce que quand tu dis que la loi elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri, regarde ce que dit la Gemara. Hava amina mishum dekasavar yesh. J'aurais pensé qu'il en est ainsi pour ce qu'il pense du mélange homogène. Ah, donc c'est bien logique. Ça va. Donc effectivement, si j'avais dit la loi, elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri, donc je viens de vous relire la loi, et dans la loi de Rabbi Shimon chez Zuri, si on regarde tout ce qu'il a dit, on voit que pour lui, le mélange est homogène. Donc il te dit, si je dis seulement que la loi, elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri, si j'affirme que Rabbi Shimon chez Zuri, donc j'avais besoin de l'intervention de Shmuel. Parce que si j'avais pas mis l'intervention de Shmuel, j'aurais pensé que la loi entière est comme Rabbi Shimon chez Zuri, et donc j'aurais pensé que le mélange homogène, c'est ok. Or non, c'est pas ok. Kamashmalan, c'est pour cette raison qu'on nous a informé qu'il n'y a pas de mélange dans aucun mélange. Voilà. À part le vin et l'huile, comme avait dit Shmuel, eh bien, Shmuel a précisé que ça ne marche que pour le vin et l'huile, mais les autres, on ne fait aucun mélange. Donc on ne fait pas de mélange pour le prélèvement dans les autres trucs. Sinon, tu aurais pensé comme Rabbi Shimon chez Zuri, qu'il avait dit, oui, lui, il avait fait ce mélange. Mais non, donc la halacha, elle est comme Rabbi Shimon chez Zuri pour les autres points, mais pas pour ce point du mélange. Justement, et c'est pour ça que ça justifie l'intervention de Shmuel à propos du vin et de l'huile pour nous exclure tous les mélanges des kitniot autres que le vin ou l'huile. Vei ish me'inan l'école en bila. Mais si on avait signifié uniquement qu'il n'y a pas de présomption de mélange homogène dans aucun mélange, donc s'il a dit il n'y a jamais de mélange, alors qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais cru qu'il pense comme les sages, Hav Amina ki Rabbanan Saverale, puisque les sages ont dit qu'il n'y a pas de mélange. Donc peut-être que lui, il aurait pensé comme les sages, à savoir que les haricots égyptiens sont étiquetés d'après l'enracinement.
Mais comme d'autre part ils ne peuvent pas se mélanger uniformément, les haricots enracinés avant Rosh Hashanah ne sont donc pas à soumettre à la dîme de ceux enracinés après Rosh Hashanah. Ok, ça c'est le petit commentaire. On peut rajouter par là. Par conséquent, comme Shemuel pense qu'un mélange n'est pas présumé être homogène, il est impossible de prélever le maaser de ce mixte lui-même, puisque rien ne garantit que ce maaser contienne de l'ancien et du nouveau en même proportion que dans le reste du mélange. Donc seule solution, à condition de connaître le pourcentage de la nouvelle récolte dans les mélanges, consiste à se procurer ailleurs les haricots non mélangés dans les mêmes proportions que ceux du mélange, que dans le mélange, et à les désigner comme maaser. C'est ça. Tout le problème vient de, si tu ne connais pas les proportions de ce qui a été récolté avant après, tu risques de mélanger le maaser d'une année sur l'autre. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc on aurait pensé qu'ils pensent comme les sages s'ils nous avaient signifié qu'il ne faut faire aucun mélange, alors qu'il ne fait aucun mélange. Pourquoi? Parce que les sages, rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Alors, ils n'ont pas écrit ici ce qu'ils disaient les sages. Qu'est-ce que disaient les sages? Rappelez-vous ce qu'ils disaient les sages. On avait vu justement que les sages pensaient qu'il n'y a pas du tout de mélange. Donc on pense qu'ils sont comme les sages. Et qu'est-ce que disaient du coup en plus de ça les sages? Que tout est conforme au niveau de l'enracinement. Voilà. Donc on penserait qu'ils pensent comme les sages, et les sages, ils ont dit que ça va selon l'enracinement. Or, justement, Rabbi, donc Shimon, a été obligé de nous dire quoi? Kamash Malan, Halacha, qui est Rabbi Shimon Shezuri. Donc on a été obligé de nous informer que la loi elle est comme Rabbi Shimon Shezuri, et à savoir qu'on peut prélever le maaser directement du mélange. Et si nous avait fait signifier seulement ces deux règles, si on avait fait que ces deux règles-là, Hava Amina Kashia Dishmuel Adi Shmuel, on aurait cru qu'il y avait une contradiction entre Shmuel et un autre propos de Shmuel, à savoir que Shmuel a parlé deux fois et on aurait vu qu'il y avait une différence, parce que si Shmuel pense que les haricots ne peuvent pas être mélangés uniformément, comment peut-il statuer comme Rabbi Shimon Shezuri, que l'on peut prélever le maaser directement du mélange? C'est exactement la contradiction que j'avais repérée au tout début quand je me suis vraiment interrogé sur ce que disait Rashi, à savoir que d'un côté il nous dit que la loi elle est comme Rabbi Shimon, et puis comme Rabbi Shezuri, et d'un autre côté il nous dit qu'on ne peut pas faire le mélange. Mais Rabbi Shezuri fait le mélange. Donc on aurait cru qu'il y aurait deux contradictions. Donc on avait besoin d'enseigner ces deux choses. Et une troisième chose, donc, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a enseigné ces troisième point, à savoir qu'il nous informe que tout dépend de l'achèvement du fruit. Kamash Malan, Hakol Oler, Achar Gemar Peri, à savoir que comme ça, tu ne... Voilà. Alors maintenant il te dit en plus, et c'est pourquoi... Vei ish me'inan hakol holech achar gemir peri. Et si on avait signifié uniquement tout dépend de l'achèvement du fruit, qu'est-ce qu'on aurait cru? Ava amina afilut et vous avezetim nami. J'aurais cru que même pour la récolte des olives, et pour la récolte et les olives, pardon, donc pour les céréales et les olives, on aurait attendu l'achèvement du fruit, alors qu'on a vu qu'il fallait attendre le tiers, ou que attendre pour les olives aussi, que ce soit au tiers de sa, de sa maturité, ce qui n'était pas le cas en réalité. Donc c'est pour ça qu'il fallait nous enseigner Kamashmanan, Alacha, Rabbi Shimon, Shezuri, Bemaï, Defanig, à savoir donc il nous informe que la loi est plutôt conforme à Rabbi Shimon, Shezuri, mais uniquement dans le cas où Rabbi Shimon, Shezuri est connu pour être en conflit avec les sages. Autrement dit, seulement dans le cas des Kitniot. Donc, elle est la halacha comme Rabbi Shimon Shezuri pour le cas des Kitniot seulement, mais pas dans le cas des deux autres. Et il avait besoin donc de nous enseigner cela. Alors, Venish Marinan Hane Tarte, mais attends, la Gemara, vous avez vu le raisonnement qu'il faut faire pour déterminer comment chacun pense et comment la halacha a été tranchée, puisque apparemment c'est Shmuel qui a tranché sur la halacha ici. Alors, il n'avait qu'à nous informer uniquement de ces deux règles, à savoir que la halacha est conforme à Rabbi Shimon Shezuri, et que tout va d'après le fruit. Pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me dise qu'il n'y a pas de mélange homogène dans aucun mélange, excepté le vin et l'huile? Alors la Gemara répond, Akamash Malan, Deleyain Veshemen Yesh Bila, parce qu'il nous informe de ceci, justement, que bien qu'il y ait pas de présomption de mélange homogène pour des choses solides, il y a une présomption de mélange homogène pour les liquides tels que le vin et l'huile. Donc on a le droit de mélanger pour des liquides, mais pas pour du solide, tout simplement. Voilà. Ce qu'ils appellent présomption ici, c'est l'idée d'autoriser la chose. Alors on va voir le commentaire. Lorsque Shemuel indique que tout va d'après l'achèvement du fruit, il en résulte que lorsque Shemuel statue, comme Rabbi Shimon Shezuri, il le fait parce que toute la récolte de haricots est affectée à l'année à venir. D'accord?
puisque pour lui, il va dans l'idée finalement de l'enracinement, puisqu'il va l'enracinement et le moment où le fruit est fini, quoi. Donc ceci amène à la conclusion que selon Shmuel, un mélange à sec ne peut pas être homogène. Sinon, pourquoi indiquerait-il que la récolte n'est pas considérée comme un mélange, puisque tout va d'après l'achèvement du fruit? D'accord? Même si elle était considérée comme un mélange, on devrait pouvoir l'en prélever la dîme en la mélangeant uniformément. Et puisque cette conclusion est inéluctable, quel besoin Shmuel a-t-il de formuler explicitement? Bon, alors voilà. C'est un petit peu imbriqué les raisonnements ici. Il est un petit peu compliqué. C'est le genre de Gemara qu'il faut refaire plusieurs fois, même à l'oral, hein, même en vidéo, si on veut bien comprendre de quoi il s'agit. Bon, a priori, le texte est clair finalement. L'explication que j'en ai donnée est plutôt claire, mais ça demande quand même voilà, de réécouter ça plusieurs fois si on veut le comprendre, hein, parce que du premier coup, celui qui comprend, tant mieux pour lui. Mais c'est pas nécessairement évident. Alors, je vous dis à la prochaine pour une suite de tout ça, dans une nouvelle braïta cette fois-ci. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle braïta qui va permettre d'analyser d'autres choses. A plus.